Bonjour et bienvenue sur la chaîne éducative tunisienne. Cette séance de révision est destinée aux élèves de la 4e sciences techniques, matière génie mécanique. Alors je vous présente le plan de la séance. Grand 1, présentation générale d'un sujet de bac. Dossier technique, dossier réponse génie mécanique, dossier réponse génie électrique. Grand 2, conseil pour le traitement d'un sujet. Alors, présentation générale d'un sujet de bac. Donc, je vous présente le sujet de bac tel qu'il a été posé l'année dernière. Donc, le sujet de technique ou bien de sciences techniques est présenté sous cette forme-là. Des feuilles A3, des feuilles A3. Alors, vous avez un dossier technique couleur blanche, généralement 2 feuilles pour le dossier technique, et vous avez 2 feuilles aussi de couleurs différentes, une pour la génie mécanique et l'autre pour la génie électrique. Voilà. Je vous présente le dossier technique, ses différentes parties. Alors, le dossier technique est constitué de plusieurs pages. Donc, par exemple, ici, vous avez la page 1 sur 7 jusqu'à la page 7 sur 7. Et le dossier réponse, il est constitué de la page 1 sur 8 jusqu'à la page 8 sur 8. Donc, la partie génie mécanique, généralement, ce sont les pages 1 sur 8 jusqu'à la page 4 sur 8. Et la partie génie électrique, de la page 5 sur 8 jusqu'à la page 8 sur 8. Alors, voilà par exemple le sujet de bac de 2019. Alors ça, c'est le dossier technique. Une présentation générale du système sur lequel va se faire l'étude. Ensuite, vous allez retrouver une description fonctionnelle, la documentation et les données partie électricité. Voilà. Tout ça, ce sont les données relatives à la partie génie électrique. Ensuite, vous avez une partie descriptive pour la partie génie mécanique. Dans cet exemple, vous avez ici la description fonctionnelle de la partie génie mécanique et aussi un schéma. Une nomenclature. Et enfin, un dessin d'ensemble. Un dessin d'ensemble. Voilà. Tout ça, ce sont les données, le dossier technique. Alors, page 6 sur 7 et page 7 sur 7, un dessin d'ensemble pour la partie génie mécanique. C'est la partie qui nous intéresse. Alors, vous avez la chance maintenant que vous aurez des dessins en 3D avec des couleurs pour mieux assimiler le fonctionnement du système. Alors, pour le dossier réponse, ici, c'est la partie génie mécanique. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça commence à la page 1 sur 8 jusqu'à la page 4 sur 8. Donc, ça, c'est la page 3 sur 8, page 4 sur 8. Voilà. Et ensuite, vous aurez de la page 5 sur 8, la partie génie électrique. Alors, en résumé, l'épreuve de technologie est centrée sur l'étude d'un système technique de durée 4 heures. Le coefficient de l'épreuve, c'est coefficient 3. Au début de l'épreuve, l'élève reçoit des feuilles de 3 couleurs différentes. Le dossier technique, le dossier réponse mécanique, une couleur différente, et une autre couleur pour le dossier réponse génie électrique. Donc, couleur blanche généralement pour le dossier technique,
et 2 couleurs différentes pour le dossier réponse. Alors, une couleur pour la partie génie mécanique, une autre couleur pour la partie génie électrique. Les pages du dossier technique décrivent la mise en situation du système ainsi que les différentes phases de fonctionnement et font référence au dossier réponse. C'est-à-dire, lorsque vous répondez ou bien vous êtes mené à répondre sur le dossier réponse, vous faites toujours référence au dossier technique. Les données se trouvent sur le dossier technique. Alors, le dossier technique, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il est de la page 1 sur 7 jusqu'à la page 7 sur 7, c'est un exemple. Il est recommandé au candidat de vérifier le nombre de pages pour chaque partie. Lorsque vous aurez le dossier du sujet complet, la première chose, c'est de vérifier que vous avez eu toutes les pages nécessaires. Donc, vérifier. Ici, vous avez page 1 sur 7 sur le dossier technique. Ça veut dire que vous devez retrouver 7 pages de dossier technique. Par exemple, vous avez ici, sur le dossier réponse, page 1 sur 8. Donc, vous devez retrouver 8 pages de dossier réponse ou bien du dossier pédagogique ou bien du dossier réponse. 4 pages de la page 1 sur 8 jusqu'à la page 4 sur 8 pour la génie mécanique et de la page 5 sur 8 jusqu'à la page 8 sur 8 pour la partie génie électrique. Alors, première chose à faire lorsque vous aurez le sujet devant vous. Commencez par lire attentivement tous les détails du dossier technique. Prenez votre temps à bien lire le dossier technique, de 10 à 15 minutes. Prenez ce temps-là parce que ça va vous faciliter le travail par la suite. Alors, le dossier technique, il est assez consistant, il y a beaucoup de données, donc prenez le temps nécessaire pour bien lire le dossier technique. Deuxième chose, n'oubliez pas de remplir avec soin l'entête avec le nom et le prénom et le numéro d'inscription. Faites attention, ne faites pas des erreurs sur, par exemple, la section, le numéro d'inscription c'est surtout, et la série. Il est recommandé aussi d'essayer de répartir le temps réservé à l'épreuve de façon équitable. Vous avez 4 heures pour l'épreuve, donc essayez de prévoir 2 heures pour la partie génie mécanique et 2 heures pour la partie génie électrique. C'est largement suffisant. Alors, n'oubliez pas que chaque partie, elle est notée sur 10 points. Donc, essayez de répartir votre temps équitablement. Alors, si je reviens donc pour quelques conseils, je vais profiter de cette séance pour vous donner quelques conseils et je vais faire un petit rappel. Donc, la partie génie mécanique qui nous intéresse est généralement composée de 4 parties différentes. Une première partie, analyse fonctionnelle. Une deuxième partie, calcul de transmission de puissance et ou calcul de résistance des matériaux. Cotation fonctionnelle. Et une quatrième partie qui est toujours une partie graphique, étude graphique. Pour la première partie, l'analyse fonctionnelle. Dans cette partie, des questions technologiques peuvent être posées. La bonne réponse vient de la bonne compréhension du dossier technique. C'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure de prévoir un temps minimum entre 10 minutes et 15 minutes pour bien lire le dossier technique. Alors, je vais profiter pour vous donner un petit rappel sur quelques fonctions technologiques qui se répètent. Alors, pour l'analyse fonctionnelle ou bien l'étude technologique, voilà quelques fonctions. Comme je l'ai dit, ce sont des fonctions qu'on retrouve fréquemment sur les sujets. Par exemple, la fonction transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, la réponse est toujours un moteur électrique. Alors, si vous avez la fonction guidée en rotation, elle est fréquente aussi. Alors, vous remarquez qu'il y a une divergence en ou. Autrement dit, on a 3 solutions possibles. Soit de réaliser un guidage en rotation par contact direct. Sinon, le plus fréquent, c'est qu'on vous demande de reconnaître ou bien de trouver les 2 solutions, coussinet et roulement. Alors, pour la fonction guidée en translation, donc vous remarquez ici qu'il y a une divergence en ou.
Donc, soit on est dans la solution guidage par forme prismatique, et dans ce cas-là, on utilise par exemple une forme rectangulaire languette, forme rectangulaire avec un lardon, une forme en T ou une forme en queue d'aran. Ça, c'est pour le guidage par forme prismatique. Pour le guidage le guidage en translation par forme cylindrique, donc, puisqu'on a une forme cylindrique, il faut toujours penser à l'arrêt en rotation. Premier exemple, forme cylindrique plus clavette. Deuxième exemple, forme cylindrique plus cannelure. Troisième exemple, forme cylindrique plus vis à tétan. Vous voyez ici la vis à tétan, avec une rainure sur l'arbre, ça permet d'arrêter ou bien de lier les deux pièces en rotation. Autre fonction qui est très fréquente en mécanique, c'est la fonction transmission de mouvement de rotation. Donc, pour la fonction transmettre le mouvement de rotation, on a plusieurs solutions possibles. Poulie-croix, pignon et chaîne, engrenage ou bien les accouplements. Pour la fonction transformation de mouvement, donc transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation ou réciproquement si c'est possible, vous avez le système vis-écrou, le système pignon-crémaillère, le système bielle-manivelle, la transformation par came ou bien par excentrique. Si par exemple on me demande d'analyser une liaison entre deux pièces, vous remarquez qu'il y a une divergence en et, donc parce que c'est un seul trait qui s'est divisé en deux, tandis que la divergence en ou, ce sont plusieurs traits qui sortent mais qui ne sont pas liés. Donc chaque solution est à part. Donc on dit qu'on a une liaison en ou bien une divergence en ou. Ici, on a une divergence en et. Donc, pour lier deux pièces, il faut penser à deux choses en même temps, l'arrêt en rotation et l'arrêt en translation. J'ai pris comme exemple ce dessin-là. Donc, lier la poulie avec l'arbre. Pour l'arrêt en rotation, j'ai utilisé une clavette. Pour l'arrêt en translation, vous pouvez remarquer qu'on a un épaulement et un anneau élastique. Une autre fonction que vous pouvez rencontrer, c'est la fonction assurer l'étanchéité. Donc, exemple, joint d'étanchéité, ou plus particulièrement les joints à lèvres qui sont très utilisés. Alors, dans la même partie analyse fonctionnelle, on peut vous demander de compléter un schéma cinématique. La bonne réponse vient de la bonne lecture du dessin d'ensemble. Prenez le temps de bien lire le dessin d'ensemble et les détails qui se trouvent sur le dessin d'ensemble. Alors, rappel sur la représentation des symboles des liaisons. Ce sont les symboles des liaisons élémentaires que vous devez reconnaître et que vous devez apprendre par cœur. La liaison castrement, le symbole de la liaison pivot, le symbole de la liaison pivot glissant, glissière et hélicoïdale. Faites attention, s'il vous plaît, à une chose très importante. Attention à l'orientation de la liaison. Exemple, si je prends la liaison pivot, suivant les trois axes, ça n'a pas le même symbole. Si, suivant l'axe X, le symbole est représenté horizontalement. Si le mouvement de rotation ou bien le guidage en rotation est réalisé suivant l'axe Y, vous remarquez que le symbole est représenté verticalement. Sinon, s'il est autour de Z, vous remarquez que le symbole change. Donc, c'est un autre symbole, c'est un cercle. Donc, cette remarque, elle est valable, bien sûr, pour les autres liaisons. Même chose pour pivot glissant, même chose pour glissière et pour la liaison hélicoïdale. Donc, faites attention à l'orientation du symbole que vous allez mettre. Autre symbole que vous devez connaître, et c'est très important. Donc, par exemple, la transmission par poulie-croix. On reconnaît la transmission par poulie-croix sur le schéma cinématique par ces symboles-là. Et on peut aussi reconnaître le type de croix utilisé parce qu'on peut indiquer au niveau de la courroie le symbole du type de la croix. Croix plate, donc c'est un trait. Croix ronde, c'est un rang, donc c'est un cercle. Trapézoïdal, écranté. Transmission par roue dentée et chaîne. Alors, les roues dentées et chaînes, sur le schéma cinématique, sont représentées de cette façon-là. Donc, pignon, roue, et entre les deux, ce que vous voyez en trait mixte, c'est la chaîne. Un symbole très très important qui est fréquent sur les schémas cinématiques, c'est la transmission par engrenage. Donc, vous avez la roue à denture extérieure, comment elle est représentée suivant les deux vues, une roue à denture intérieure, une roue conique, secteur denté, vis sans fin. Regardez bien le symbole de la vis sans fin.
crémaillère. Donc on peut indiquer aussi sur le schéma le type de denture, denture droite, denture hélicoïdale, etc. Exemple d'application, remarquez bien la différence entre engrenage extérieur et engrenage intérieur. Voilà comment on représente un engrenage conique, pignon et crémaillère et roue et vis sans fin. Autre symbole que vous pouvez rencontrer dans les sujets, ce sont les symboles des accouplements et les embrayages et les freins. Alors ça, c'est le symbole de l'accouplement, symbole général. Accouplement rigide, accouplement élastique, limiteur de couple, embrayage, symbole général, et frein, symbole général. Exemple, voilà un schéma cinématique qui a été posé dans un sujet de bac. Vous devez par exemple, ou bien vous pouvez remarquer ici le symbole d'un accouplement élastique, le symbole de la transmission par engrenage extérieur, le symbole de l'engrenage intérieur, et ça c'est le symbole d'un limiteur de couple, et ça c'est pignon et chaîne. Un autre exemple qui a été aussi posé dans un sujet de bac. Donc ici, vous remarquez la symbolisation d'une transmission par poulie et courroie. Et regardez bien, on a indiqué ici le symbole de la croix. C'est une croix crantée. Donc c'est très important de bien lire le schéma cinématique et de reconnaître les symboles utilisés. Alors pour la partie calcul maintenant. La deuxième partie. Dans cette partie, on demande de réaliser des calculs cinématiques. Identifier l'objectif du problème posé. Toute partie de calcul a un objectif à atteindre. Par exemple, on veut vérifier une condition de cahier de charge. Ou bien, on veut dimensionner un moteur. Donc ça, c'est l'objectif du problème posé. Deuxièmement, lire attentivement les données. Les données peuvent être présentées de deux façons différentes. Soit sous forme d'un paragraphe, soit sous forme de schéma. Donc, sous forme de paragraphe, vous devez lire le paragraphe et de voir les données que vous disposez, ou bien sous forme de schéma, comme le montre cette figure. Et là, il faut faire attention, prenez le temps, s'il vous plaît, de bien lire les données indiquées sur le schéma. Si vous lisez bien les données, vous aurez une forte chance ou une grande chance de savoir comment répondre rapidement. Alors, dans la même partie calcul cinématique, s'assurer aussi de l'écriture des formules à utiliser. Éviter les confusions de ce type. Alors, R, parfois on trouve que les élèves écrivent R égale à NE sur NS, or R égale à NS sur NE. Donc, vérifiez bien ce que vous écrivez. Ou bien R égale à ZS sur ZE, Z sortie sur Z entrée. Non, la bonne formule, c'est Z entrée sur Z sortie. Alors, une autre erreur très fréquente, c'est égal à P fois oméga. La bonne formule, c'est P égale à C fois oméga. Donc, parfois, lorsque vous faites vite, vous voulez faire vite, vous avez tendance à inverser ou bien... Donc, faites attention à ce que vous écrivez. Alors, autre chose, évitez la confusion entre engrenage extérieur et engrenage intérieur. C'est une erreur très fréquente dans les réponses des élèves. Pour un engrenage extérieur, l'anthrax, c'est le rayon du petit pignon, ou bien de la petite roue, le pignon, plus le rayon de la grande roue. Ce qui nous donne A est égal diamètre du pignon plus diamètre de la roue sur 2. Ou bien M facteur de Z pignon plus Z roue sur 2. Tandis que pour un engrenage intérieur, donc on reconnaît l'engrenage intérieur à partir du schéma cinématique, ou bien du dessin d'ensemble, l'anthrax, c'est le rayon de la grande roue moins le rayon de la petite roue. Donc faites attention, ici c'est un plus, là c'est un moins. Autre chose pour le moins, c'est le diamètre de la roue moins le diamètre du pignon. Et ce n'est pas l'inverse. Parce que si vous faites l'inverse, vous aurez un résultat négatif. Donc attention à cette partie-là. Faire attention aussi à la conversion des unités lors du calcul. Parmi les erreurs qu'on retrouve pour les élèves, par exemple, si on a une puissance donnée en kilowatts, il faut la convertir en watts. Donc 3 fois 10 puissance 3 watts. Si par exemple vous avez une vitesse linéaire,
qui est donnée en kilomètres par heure. Il faut la convertir en mètres par seconde. Le kilomètre, pour le convertir en mètres, on multiplie par 10 puissance 3. Par heure, donc slash heure ou bien par heure, ça veut dire on divise par 3600 pour convertir l'heure en secondes. Indiquez toujours, s'il vous plaît, l'unité de la valeur de la grandeur calculée au résultat. Vous avez fait un calcul, par exemple ici oméga, et vous avez trouvé une valeur de 111,11. N'oubliez pas d'indiquer l'unité. L'unité, elle est notée. Donc, contrôlez toujours, après que vous avez terminé, contrôlez toujours les résultats et vérifiez bien que vous avez indiqué les unités nécessaires. Alors, pour le calcul de résistance des matériaux, évitez la confusion entre flexion et torsion. Par exemple, en flexion, la contrainte normale sigma max, elle est égale à mf max sur IGZ sur V. Attention à la notation, parce que les élèves ont toujours tendance à confondre entre sigma max et tau max. Alors, vous pouvez mettre une chose en tête, par exemple, pour ne pas oublier, torsion, tau. Torsion, tau. Ça commence par tau, tau. Donc, torsion, tau. Donc, la formule de la contrainte tangentielle en torsion, c'est mt sur I0 sur V. Autre confusion qu'on a remarquée, par exemple, pour un cylindre plein en flexion, IGZ, c'est pi d4 sur 64, ce qui nous donne IGZ sur V, pi d cube sur 32. Attention, en torsion, pour un cylindre plein, I0, ça ressemble beaucoup à IGZ, mais c'est pi d4 sur 32, c'est pas sur 64, ce qui nous donne un I0 sur V, pi d3, pi d au cube sur 16. Donc, la confusion qu'on remarque chez les élèves, c'est ce 32 et 16. D'accord? Donc, une autre confusion. En flexion, on écrit sigma max inférieur à RPE, la résistance pratique à l'extension. Avec RPE, c'est la RE sur S, résistance élastique sur le coefficient de sécurité. En torsion, on écrit tau max inférieur à RPG et non pas RPE. RPG, ça veut dire résistance pratique au glissement. Avec RPG égale à REG sur S, donc résistance élastique au glissement, divisé par le coefficient de sécurité. Vous voyez que les formules se ressemblent, mais faites attention à la notation, s'il vous plaît. Alors, aussi pour le calcul de la résistance des matériaux, on a un petit problème au niveau des unités. Donc, faites attention à la conversion des unités. Si on vous donne une puissance en kilowatts, il faut la remplacer en watts, comme pour l'engrenage ou bien pour la transmission de mouvement. Pour le couple, par exemple en torsion, on a besoin du couple. Si on vous donne un couple en newton-mètre et on vous demande de calculer un diamètre en millimètres, donc il faut convertir le newton-mètre en newton-millimètre. Donc il faut multiplier par 10 puissance 3. Autre chose, si on vous donne une contrainte ou une résistance en mégapascal, 1 mégapascal, c'est 1 newton par millimètre carré. Donc la valeur ne change pas. Autre chose, pour l'angle unitaire en torsion, par exemple, on vous a donné θ égale à 2 degrés par mètre. L'angle unitaire, il est toujours exprimé pour le calcul en radians par millimètre. Donc il faut convertir le degré en radians. Donc on multiplie par pi sur 180. C'est pourquoi il y a 2 fois pi sur 180. Par mètre, donc il y a un slash, donc on va diviser. Mètre en millimètre, c'est 10 puissance 3. Si je le ramène en haut, ce 10 puissance 3, ça me donne fois 10 moins 3. Donc pour convertir degré par mètre, en fin de compte, je multiplie par pi, je divise par 180 et je multiplie par 10 moins 3. N'oubliez pas toujours d'indiquer la valeur de la grandeur calculée au résultat. Alors, la quatrième partie, étude graphique. Dans cette partie, on demande de compléter un dessin de définition d'une pièce, du mécanisme étudié ou de réaliser une conception ou une modification. Donc, la partie graphique peut être posée de 2 façons différentes. Soit c'est un dessin de définition, soit c'est de la conception. Alors, s'il s'agit d'un dessin de définition, commencez par identifier la disposition des vues données, vue de face, vue de dessus, etc. Deuxième chose, procéder par étapes pour représenter chaque détail sur les différentes vues demandées.
Chaque détail, vous le prenez, vous essayez de le représenter sur les autres vues. Autre chose très importante, exploiter les dessins 3D fournis pour mieux comprendre les détails à représenter. Donc vous avez la chance d'avoir un dessin 3D, exploitez-le bien. Ici, dans cet exemple, la vue centrale, c'est cette vue-là. Donc c'est la vue de face. On appelle ça la vue de face. Pourquoi c'est la vue de face? Parce que à droite, il y a une représentation, donc c'est la vue de gauche. Je vous rappelle qu'on regarde par la gauche et on dessine à droite. Et ça, c'est la vue de dessus. On regarde par-dessus et on représente par-dessous. Donc, vue de face, c'est la vue centrale. Vue de droite, vue de dessus. Ici, vous avez le dessin en 3D. Par exemple, si je prends un détail, alors ce trou-là, par exemple, sur la vue de face, je peux le remarquer ici sur le 3D. Et comment je vais le représenter sur la vue de dessus et sur la vue de gauche. Voilà comment il faut procéder étape par étape. Donc, chaque détail, on essaie de le représenter sur chaque vue séparément. Alors, s'il s'agit d'une conception ou d'une modification maintenant, et s'il s'agit plus précisément d'un guidage en rotation par roulement, alors les conseils, commencez par identifier le type de roulement. Est-ce qu'il s'agit d'un déroulement à contact radial ou bien déroulement à contact oblique? Identifiez ensuite le type de montage. Est-ce qu'il s'agit d'un arbre tournant ou d'un moyeu tournant? Utilisez les composants standards fournis au dossier technique pour réaliser la conception demandée. Attention à ce point-là. Les élèves ont parfois tendance à utiliser des composants qui ne se trouvent pas sur le dossier technique. Ce n'est pas possible. Si vous avez des composants standards, ils seront donnés au dossier technique. Donc, si vous faites une conception, voilà, je vous donne un exemple. Vous avez un guidage en rotation par déroulement à contact oblique. Première chose, donc j'ai identifié le type de déroulement. Il s'agit de roulement à contact oblique. Deuxièmement, je dois identifier le type de montage. Est-ce qu'il s'agit d'un arbre tournant ou bien d'un moyeu tournant? Je peux me référer soit au dessin d'ensemble, soit je remarque ici la présence des éléments de transmission, par exemple l'élément 17, qui est encastré ici sur l'arbre. Donc je conclus automatiquement que c'est le cas d'un arbre tournant. Alors si par exemple j'ai besoin de représenter une clavette à ce niveau-là, je dois me référer au dossier technique pour trouver le tableau des composants normalisés ou bien des dimensions de cet élément-là. Si par exemple je vais utiliser un écrou en coche, même chose, je me réfère au dossier technique. Alors, donc, comme je l'ai dit, utilisez les composants standards. Voilà un petit exemple qui montre les éléments ou bien les possibilités pour réaliser un arrêt axial des bacs d'un roulement. Vous remarquez ici comment on représente un couvercle. Ça peut être un couvercle fermé, complètement fermé, comme le montre cette figure, ou bien l'arbre peut traverser aussi le couvercle. Voilà comment on représente un écrou en coche. On peut utiliser un obstacle, par exemple, par bague en trottoise, un obstacle par anneau élastique pour arbre ou anneau élastique pour alésage. Et regardez bien la représentation de ces éléments-là. Ou bien on peut réaliser des épaulements, que ce soit sur l'arbre ou bien sur l'alésage. Alors, lors de la conception, les erreurs possibles, si vous voulez, où vous devez faire attention. Attention au montage impossible. Quand est-ce qu'on fait un montage impossible? Si par exemple on fait l'erreur de faire un épaulement ou bien deux épaulements sur la même pièce du côté extérieur des roulements, c'est-à-dire on prévoit un épaulement de ce côté-là et de ce côté-là. Donc sur la même pièce, il ne faut pas faire deux épaulements extérieurs. On peut faire deux épaulements à l'intérieur, mais à l'extérieur, non. Que ce soit sur l'alésage, que ce soit sur l'arbre. Une autre erreur fréquente, par exemple, si on représente un couvercle, n'oubliez pas de laisser un petit jeu entre le couvercle et l'arbre pour pouvoir permettre la rotation de l'arbre. Par exemple, si vous représentez un anneau élastique, les erreurs qu'on remarque toujours. L'anneau élastique, il est toujours monté dans une gorge. Donc, prévoir une gorge dans l'arbre ou bien une gorge dans l'alésage, s'il s'agit d'un anneau élastique pour alésage.
pour la clavette, si vous représentez par exemple une clavette à ce niveau-là. Alors, les erreurs. Première chose, n'oubliez pas de représenter une rainure pour la clavette. Sinon, si vous faites descendre les hachures sur la clavette, ça sera un montage impossible pour la clavette. Donc, il faut prévoir une rainure. N'oubliez pas la coupe locale pour la clavette. Alors, si vous représentez un écrou en coche, n'oubliez pas de représenter les détails de l'écrou en coche, à savoir, par exemple, si je représente rapidement un écrou en coche à ce niveau-là et une rondelle frein. N'oubliez pas qu'il faut prévoir que la languette de la rondelle, donc, elle pénètre dans l'arbre. Une rainure pour la languette, une coupe locale et un filetage. Une gorge prévue sur l'arbre, le chanfrein et le filetage. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut retenir à la fin. Faites attention au montage impossible, c'est très important, ne faites pas de montage impossible. S'il s'agit surtout de déroulement, n'oubliez pas les détails. Alors je profite de cette séance pour vous donner quelques conseils d'ordre général. Essayez de vous reposer le temps nécessaire pour être en forme le jour du sujet, le jour ou bien les jours de l'examen. Alors c'est très important, si vous êtes fatigué, donc à la fin de la période de révision, sûrement vous aurez du mal les jours des examens. Donc travaillez bien, mais reposez-vous bien aussi. Autre chose, le jour de l'examen, ne vous stressez pas, prenez votre temps, vous avez 4 heures pour le sujet de technique, donc bien lire le dessin d'ensemble, bien lire le dossier technique, répondre lentement, bien avec précision, pas trop rapide, pas trop lent aussi. Donc, essayez de profiter de votre temps au maximum. Ne vous précipitez pas à sortir de l'examen. Prenez tout votre temps à répondre et normalement, ça va se passer très bien pour vous. Et bonne révision et bonne réussite aussi. Je vous remercie.